Bon, ben, rebonjour à tous, hein. Désolée pour le problème qu'on a rencontré cet après-midi. J'ai visiblement le réseau qui était très instable chez moi. Donc, j'espère que ça ira mieux demain. Donc, je vais reprendre ce TD depuis le début et vous envoyer cette vidéo de correction. Et donc, demain, nous poursuivrons le cours sur la réplication. Donc, on vous demandait de répondre de manière concise aux questions suivantes. Première question. Qu'est-ce qui différencie un nucléoside d'un nucléotide? Alors, je vous rappelle que les nucléosides sont constitués d'une base hétérocyclique aromatique azotée et d'un sucre qui peut être du désoxyribose ou du ribose. Par contre, le nucléotide porte en plus, au niveau de l'extrémité 5' du ribose ou du désoxyribose, 1 à 3 groupements phosphates. Donc, ce qui différencie les deux, c'est la présence ou l'absence de groupements phosphates. On vous demandait ensuite de citer les nucléotides précurseurs de la synthèse des ARN, donc des acides ribonucléiques. Les précurseurs de la synthèse des ARN sont les ribonucléosides triphosphates. ATP, CTP, GTP, UTP. Et donc, j'ai remis la nomenclature développée pour ces nucléotides, de façon à ce que vous commenciez à l'appréhender également. Donc, ATP, adénosine triphosphate, adénosine étant le nom du nucléoside, CTP, cytidine triphosphate, GTP, guanosine triphosphate et UTP, uridine triphosphate. On ne traitera pas le numéro 3, la troisième question. La troisième question ne sera pas traitée. Donc, je passe directement à la quatrième. Des interactions ioniques stabilisent la structure en double hélice. Comment? Donc, pour répondre à cette question, il faut se souvenir que au sein de la double hélice, vous avez des charges négatives au niveau des liaisons phosphodiester, au niveau des phosphates. Et ces charges négatives sont proches les unes des autres et induisent des forces répulsives au sein de la double hélice. Ces forces répulsives vont donc déstabiliser la structure. La double hélice, lorsqu'elle est en présence de cations chargés positivement, va être plus stable. En effet, ces cations vont interagir par l'intermédiaire d'interactions ioniques avec les chargements des phosphates. On neutralise ainsi les charges et on évite les répulsions au sein de la double hélice. La dernière question de ce premier exercice ne sera pas traitée maintenant. Je la traiterai demain lors du cours sur la réplication. Ce sera la première diapo du cours sur la réplication de demain. Deuxième question. On vous donne une figure donc, qui est donc un modèle de molécule et on vous demande sur cette figure de positionner les bases, les désoxyriboses, les phosphates, la purine, la pyrimidine. Donc sur ce modèle, j'ai entouré de rouge les bases. Les désoxyriboses sont entourées de vert. Ici, vous avez donc les liaisons N-bêta-glycosidiques qui relient la base aux désoxyriboses.
Et en jaune sont représentés les phosphates. Donc il n'y a qu'un seul groupement phosphate sur chacun de ces nucléotides. La base purine est à gauche. Je vous rappelle que les bases purines, on les reconnaît parce qu'il y a donc 2 cycles aromatiques. Et la pyrimidine est à droite, un seul cycle aromatique. On vous demandait ensuite de quelle paire de nucléotides il s'agit. Donc là, il faut arriver à reconnaître les nucléotides pour répondre à cette question, mais vous aviez quand même quelques indices qui vous permettaient de facilement y répondre. En particulier, dans l'énoncé, on vous dit qu'il s'agit de désoxyribose. Donc ce seront des désoxyribonucléotides. Deuxième indice, on vous a indiqué par des petits pointillés la position des liaisons hydrogènes qui unissent ces 2 nucléotides. Ils sont en fait positionnés sur une double hélice. Donc il y a 2 liaisons hydrogènes. S'il y a 2 liaisons hydrogènes, c'est qu'ici, il s'agit d'une paire de bases adénine-thymine. Donc le nom des 2 nucléotides représentés sont respectivement la désoxyadénosine monophosphate, puisqu'il n'y a qu'un seul groupement phosphate, et la désoxythymidine monophosphate. Juste, petite précision, il était facile ici de reconnaître la base thymine. En effet, voyez ici le groupement méthyle qui est caractéristique de cette base thymine. Troisième exercice. La composition en base d'un brin d'un duplex d'ADN. Alors, lorsqu'on parle d'un duplex d'ADN, on parle en fait d'une double hélice. C'est une autre manière de nommer une double hélice d'ADN. Donc, la composition en base d'une double hélice d'ADN est adénine 27%, guanine 30%, thymine 18% et cytosine 25%. À partir de ces informations, on vous demande quel est le contenu, donc le pourcentage de thymine et de cytosine du brin complémentaire, donc de l'autre brin de la double hélice. Et on vous demande également de donner la composition en base du duplex d'ADN, donc de donner la composition en base, le pourcentage en base de la double hélice d'ADN. Donc, pour répondre à cette question, il faut se rappeler des règles d'appariement des bases dans une double hélice. On sait que lorsque sur un brin, on a une adénine, en face, sur l'autre brin, on aura toujours une thymine, et vice-versa. Et lorsqu'on aura une guanine sur un des brins d'ADN, sur l'autre brin de la double hélice, on aura toujours une cytosine, ce qu'on appelle les bases complémentaires. Donc vous avez ici la composition en base du brin de l'énoncé. Et donc, d'après les règles de complémentarité des bases, sur l'autre brin, que je l'ai d'ailleurs appelé le brin complémentaire, on aura autant de thymine que d'adénine sur le brin de l'énoncé. Donc, si sur le brin de l'énoncé, j'ai 27% d'adénine, j'aurai 27% de thymine. 30% de cytosine, puisqu'on a 30% de guanine sur l'autre brin. 18% d'adénine, puisque j'ai 18% de thymine sur le brin complémentaire. Et 25% de guanine, puisque j'ai 25% de cytosine. Ensuite, donc la composition en base ou le pourcentage de base du duplex se calcule de la manière suivante. Donc, pourcentage en adénine. Sur un des brins, j'ai 27% d'adénine et sur l'autre, j'en ai 18.
Donc le pourcentage d'adénine du duplex, c'est 27 plus 18 divisé par 2, donc 22,5. Si je regarde maintenant le pourcentage de thymine, sur le brin de l'énoncé, j'en avais 18, sur le brin complémentaire, j'en avais 27, donc 18 plus 27 divisé par 2, ce qui fait également 22,5%. Et donc là, on retrouve bien l'observation qu'avait réalisée Chargaff. Dans toutes les molécules d'ADN double brin, on a toujours autant d'adénine que de thymine. Et on aura donc le même pourcentage de guanine et de cytosine dans cette double hélice qui se calcule guanine 30% plus 25% divisé par 2, et sur l'autre, pour la cytosine, c'est 25% plus 30% divisé par 2, donc 27,5. Question numéro 4. Cette question est très simple. On vous donne la séquence d'un brin d'ADN d'une molécule d'ADN bicaténaire. Donc ADN bicaténaire, c'est encore une autre manière de nommer une double hélice d'ADN. On a indiqué sur cette séquence où était positionnée l'extrémité 5' et l'extrémité 3' du brin. On dit que l'on donne la séquence parce que l'on donne la succession des bases le long de ce brin. Et donc on vous demande de donner la séquence, donc la succession des bases, le long du brin complémentaire. Donc ici, j'ai représenté le brin d'ADN de l'énoncé. Et donc, le brin complémentaire, il faut se rappeler qu'il sera en orientation antiparallèle par rapport au brin de l'énoncé. Et en face d'une thymine, on aura une adénine, et en face d'une guanine, on aura une cytosine, etc. Donc AA, C, G, A, T, 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 G, C, A, A, C, G. 3'. Donc ça, c'est la séquence du brin complémentaire. Question numéro 5. Vous voulez marquer de manière radioactive l'ADN, et surtout pas l'ARN, de cellules en cours de croissance. Choisissez parmi les molécules ci-dessous celles que vous rajouteriez au milieu de culture. DATP alpha 32P, DATP gamma 32P, DTTP alpha 32P, UTP alpha 32P. Donc ces nucléotides, ces 4 nucléotides que je viens de nommer, sont des nucléotides radioactifs. Ils portent du phosphore 32. Et la position du phosphore sur la molécule vous est précisée. Ainsi, lorsqu'on vous indique que l'on a affaire à du DATP gamma 32P, ça signifie que c'est l'atome de phosphore du phosphate en position gamma qui est radioactif. Le DATP alpha 32P porterait un atome de phosphore radioactif au niveau du phosphate en position alpha cette fois-ci. Donc, 4 molécules, lesquelles vont permettre de marquer l'ADN de la cellule et surtout pas l'ARN. Alors, parmi ces 4 molécules, il y en a 2 qui vont permettre de marquer spécifiquement l'ADN. Donc, il faut se rappeler que les précurseurs de l'ADN sont les désoxyribonucléosides triphosphate. Donc, cette molécule doit être un désoxyribonucléoside triphosphate.
Il faut également se rappeler que seul le phosphate en position alpha va être incorporé au niveau de la liaison phosphodiester. Les phosphates bêta et gamma sont éliminés au cours de la réaction de polymérisation. Donc, pour que l'ADN soit radioactif, il faut que la radioactivité du nucléotide précurseur soit positionnée au niveau du phosphate alpha. C'est le cas du DATP alpha 32P. Donc le DATP alpha 32P serait une molécule qui permettrait de réaliser ce marquage. Le DATP gamma 32P ne conviendra pas, puisque donc la radioactivité se trouve au niveau du phosphate en position gamma, et donc il n'y aura pas de radioactivité incorporée dans le brin d'ADN. Le DTTP alpha 32P convient également, c'est lui aussi un précurseur de la synthèse de l'ADN. Par contre, le dernier, l'UTP, est un précurseur de la synthèse des ARN. Donc il ne convient pas pour marquer l'ADN. Question numéro 6. Donc la question numéro 6 est un petit calcul qui est amusant à faire. On vous demande de calculer le poids d'une double hélice d'ADN qui serait étalée, enfin qui s'étirerait de la Terre à la Lune. Donc pour cela, on vous donne la distance Terre-Lune, 380 000 km, et on vous donne le poids d'une double hélice constituée de 1000 paires de nucléotides, 1, 10, moins 18 grammes. On vous rappelle également, mais ça on ne serait pas nécessairement obligé de le mettre dans l'énoncé, puisque je vous ai dit que c'est quelque chose que vous devez savoir. On vous rappelle également que chaque paire de nucléotides occupe un espace de 0,34 nanomètres. Il s'agit donc d'une double hélice de type B et vous devez connaître les caractéristiques de la double hélice de type B. Donc une fois que vous avez calculé le poids de cette double hélice, on vous demande de comparer la masse obtenue avec la masse d'ADN du corps humain qui correspond à 0,5 g. Donc voici ce calcul. Donc la première chose que j'ai faite, c'est mettre toutes les distances dans les mêmes unités. Donc la distance Terre-Lune, 380 000 km, c'est la même chose que 3,8 10 puissance 8 mètres. L'espace occupé par une paire de nucléotides, c'est donc 0,34 nanomètres ou 0,34 10-9 mètres. Et donc, pour la première chose que nous allons calculer, c'est le nombre de paires de nucléotides que doit comporter la double hélice qui relierait la Terre à la Lune. Donc, pour calculer le nombre de paires de nucléotides de cette double hélice, il suffit de diviser la distance Terre-Lune par la distance occupée par une paire de nucléotides. Donc 3,8 10 puissance 8 divisé par 0,34 10-9. Ce qui vous fait 1,1 10 puissance 18. Donc maintenant qu'on a calculé le nombre de paires de nucléotides que comporte la double hélice qui relie la Terre à la Lune, on va pouvoir calculer son poids. Une paire de nucléotides va peser 1 10-21 grammes, puisque dans l'énoncé, on vous disait que 1000 paires de nucléotides pèsent 1 10-18 grammes, donc un nucléotide pèse 1000 fois moins, donc 1 10-21 grammes, une paire de nucléotides.
Donc le poids de cette double hélice Terre-Lune est égal au poids d'une paire de nucléotides multiplié par le nombre de paires de nucléotides. Donc 1,1 10 puissance 18 que multiplie 1 10 moins 21. Ce qui vous fait 1,1 10 moins 3 grammes, ou si on arrondit, ça vous fait à peu près 1 milligramme. Donc maintenant, comparons cette valeur avec le poids d'ADN du corps humain. Donc si on extrait l'ADN de l'ensemble des cellules d'un corps humain, on va extraire à peu près 0,5 g d'ADN. Et donc si on compare les deux, on voit qu'il y a ici un facteur 500. Donc ça signifie que si on met toutes les molécules d'ADN de vos chromosomes, de toutes vos cellules, qu'on les met bout à bout, on pourrait faire 500 fois le trajet Terre-Lune. Donc les molécules d'ADN qui sont au sein du noyau de vos cellules sont extrêmement longues, mais extrêmement fines, ce qui leur permet de pouvoir tenir, d'être incorporées dans le noyau des cellules. Les 3 derniers exercices vont illustrer à présent les propriétés de dénaturation de la double hélice d'ADN. Exercice numéro 7. Donc l'ADN est extrait de 2 espèces bactériennes. L'analyse de la composition en base est la suivante. Pour l'espèce 1, l'ADN contient 32% d'adénine. Pour l'espèce 2, l'ADN contient 17% d'adénine. Les 2 échantillons d'ADN sont chauffés lentement et la densité optique à 260 nanomètres est suivie au cours donc, de l'augmentation de température. Ce qui va permettre, je vous le rappelle, de dresser ce qu'on appelle une courbe de dénaturation. L'absorbance évolue lors de la dénaturation provoquée par la chaleur. Première question. Sous quelle forme se trouvent les molécules en 1, en 2 et en 3, donc aux différentes parties de la courbe? Donc lorsque l'on est à basse température, l'absorbance est faible. Les bases de la double hélice absorbent peu parce qu'elles sont à l'intérieur, enfouies à l'intérieur de la structure. Donc l'ADN est sous forme de double hélice. Sur la partie 3 de la courbe, l'absorbance a augmenté. C'est lié à la dénaturation. Les brins sont séparés et les bases sont exposées. Elles absorbent davantage. Donc, dans la partie 3 de la courbe, l'ADN est simple chaîne, il est dénaturé. Et dans la partie 2 de la courbe, l'ADN est en cours de dénaturation. Le processus de dénaturation a lieu. Les 2 brins se séparent progressivement et l'absorbance augmente. Ensuite, on vous demande à quelle courbe correspond l'espèce 1 et l'espèce 2. Si on compare les 2 courbes, on voit que pour la courbe en pointillé, l'ETM est à une plus basse température que pour la courbe en très plein. Donc ça signifie que l'ADN qui est analysé par la courbe en pointillé est plus instable que l'ADN analysé au niveau de la courbe pleine. Il se dénature plus facilement. Qu'est-ce qu'on vous donnait comme information? On vous donnait une information sur la quantité en base, sur la proportion en base des ADN de ces 2 espèces.
en particulier la proportion d'adénine. L'espèce 1 contient 32% d'adénine et l'espèce 2 contient 17% d'adénine. D'abord, petit exercice qui ne vous était pas demandé, mais donc lorsqu'on vous donne le pourcentage d'une base, il est très aisé de retrouver le pourcentage des autres bases de la double hélice d'ADN. En effet, le pourcentage en adénine était de 32%. On sait que dans une double hélice, il y a autant d'adénine que de thymine. Donc le pourcentage de thymine est lui aussi de 2%, de 32%. 32% plus 32%, ça fait 64. Il reste 36 pour arriver à 100%. Ces 36% correspondent au pourcentage de guanine et de cytosine. Et comme il y a autant de guanine que de cytosine, je divise 36 par 2, ce qui me fait 18. La même chose, donc même raisonnement pour calculer les pourcentages des différentes bases de l'espèce 2. Et donc, vous voyez bien que l'espèce 2 contient davantage de guanine et de cytosine que l'espèce 1. Or, il faut se rappeler qu'un ADN qui porte beaucoup de guanine et de cytosine est plus stable qu'un ADN qui porte peu de guanine et de cytosine, et donc davantage d'adénine et de thymine. En effet, entre la guanine et la cytosine s'établissent 3 liaisons hydrogènes, alors qu'entre l'adénine et la thymine, il n'y a que 2 liaisons hydrogènes qui s'établissent. Donc un ADN qui porte beaucoup de guanine et de cytosine est plus stable. Il faudra fournir davantage d'énergie pour séparer les deux brins de la double hélice, donc le TM sera plus élevé. C'est ce que l'on voit ici. La courbe en pointillé correspond à l'espèce 1, 18% de guanine et de cytosine. La courbe pleine correspond à l'espèce 2, 33% de guanine et de cytosine. Une des deux espèces a été extraite d'une source chaude à 64 degrés. C'est ce qu'on appelle une bactérie thermophile. On vous demande de l'identifier et de justifier votre réponse. Donc la bactérie thermophile, qui va vivre à haute température, doit avoir un ADN qui est stable à haute température. Donc un ADN qui contient beaucoup de guanine et de cytosine. Donc c'est l'espèce 2 qui est la bactérie thermophile. Exercice numéro 8. Un échantillon d'ADN est chauffé lentement dans deux conditions différentes. Donc c'est le même échantillon d'ADN, mais l'un est dissous dans l'eau et l'autre est dissous dans du NaCl 1 molaire. On vous demande de schématiser l'allure des courbes de dénaturation attendues pour ces deux ADN et bien sûr de les comparer. Donc comme dans l'exercice précédent, on va voir les courbes de dénaturation et on vous demande d'identifier quelle courbe de dénaturation correspond à l'échantillon de l'ADN dans l'eau et quelle courbe de dénaturation correspond à l'échantillon d'ADN dans le NaCl 1 molaire. Et donc pour répondre à cette question, il faut se rappeler que les interactions ioniques vont stabiliser la structure en double hélice. Donc dans l'eau, la double hélice est peu stable. Dans le NaCl, les cations Na+, vont stabiliser la structure en double hélice. Donc cette double hélice est plus stable et il faudra chauffer davantage pour séparer les deux brins de la double hélice. Le Tm de la double hélice dans l'eau est inférieur au Tm de la double hélice dans le NaCl 1 molaire.
Dernière question. On vous donne 3 brins d'ADN. On vous donne les séquences, la succession des bases le long du brin et l'orientation de chaque brin. On vous dit qu'on hybride, donc on forme une double hélice entre le brin A et le brin B, puis entre le brin A et le brin C. Donc on forme une double hélice entre ces 2 brins ou entre le brin A et le brin C. On vous demande de schématiser les courbes de dénaturation de ces 2 ADN double brin, la double hélice AB et la double hélice AC. Puis de comparer les TM en vous servant de la formule qui avait été donnée en cours et qui permet de calculer le TM. On précise que la concentration en NaCl est de 0,1 molaire. Donc commençons par dessiner ces 2 doubles hélices. Donc là, j'ai représenté la double hélice AB. J'ai bien sûr pris soin de mettre les 2 brins en orientation antiparallèle. Et lorsque je place les 2 brins en orientation antiparallèle, on observe que les bases sont parfaitement complémentaires les unes des autres. Ces 2 brins sont complémentaires et forment donc une double hélice. Si je fais maintenant la même chose avec le brin A et le brin C, j'observe qu'en une position, ici, les 2 nucléotides qui se font face, les 2 bases qui se font face, ne sont pas complémentaires l'une de l'autre. Cette zone est appelée un mésappariement, ou base non complémentaire. À partir de cette observation, on va pouvoir maintenant schématiser les courbes de dénaturation de ces 2 ADN. La double hélice AB sera plus stable que la double hélice AC. Ici, au niveau de ce mésappariement, on ne peut pas établir de liaison hydrogène stabilisatrice. Donc la courbe de dénaturation de la double hélice AC correspond à une courbe de dénaturation avec un TM plus bas que la courbe de dénaturation de la double hélice AB. Donc le TM de AC est inférieur au TM de AB. Et on vous demande maintenant de calculer ces TM en utilisant la formule. Alors, si je prends ma double hélice AB, donc pour calculer le TM, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Le pourcentage en guanine et cytosine, la concentration en NaCl qui vous est donnée, et la longueur de cette double hélice. Donc la longueur, cette double hélice fait 20 paires de bases ou 20 paires de nucléotides. La concentration NaCl est de 0,1 molaire. Le pourcentage de guanine plus cytosine, si je regarde ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 paires de bases GC pour un total de 20 paires de bases. Ou je peux dire aussi que j'ai 20 nucléotides guanine et cytosine pour un total de 40 nucléotides au total sur les 2 brins. Donc le pourcentage de guanine et de cytosine est de 20 divisé par 40 fois 100, donc 50%. Pour ces doubles hélices AB, il n'y a pas de base complémentaire. Donc le TM se calcule et est de 55,4. Ce sont donc des degrés Celsius, hein, c'est une température. On fait maintenant la même chose pour la double hélice AC. La longueur de cette double hélice, ben, elle est la même, hein, 20 paires de bases. La concentration en sel est la même. Le pourcentage de guanine et de cytosine est également le même, 50%. Mais maintenant, nous avons des bases non complémentaires. On a 2 bases non complémentaires sur un total de 40.
Donc le pourcentage de base non complémentaire est de 2 divisé par 40 fois 100, donc 5%. Et donc le TM de cette double hélice, donc vous voyez que c'est exactement les mêmes valeurs que l'on va rentrer au niveau des premiers termes de ce calcul. Hein. Donc ce sera égal à 55,4 moins le pourcentage de base non complémentaire, donc moins 5, donc 50,4 degrés Celsius. Donc on perd 5 degrés.